Bonjour tout le monde, nous accueillons deux invités, le docteur Nabila Titri. Elle va animer cette visioconférence avec sa collègue docteur Fatiha Hawara. Alors le thème, vous l'avez donc puisque je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux, c'est une visioconférence qui va avoir pour titre la pratique de la santé au travail au Québec. Et là, nous avons la chance d'avoir deux anciens collègues d'Alger qui sont au Québec et qui vont partager avec nous leur expérience. Nous leur disons bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer par présenter nos invités. Alors, je commence par le docteur Nabila Titri, qui est médecin spécialiste en médecine du travail. Elle est diplômée de la faculté de médecine d'Alger et elle détient une maîtrise en santé environnementale et santé au travail de l'Université de Montréal. Pendant près de 10 ans, elle était responsable de la santé au travail au ministère de la Santé à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Et depuis 2008, elle pratique la médecine du travail au Québec. Elle est médecin conseil et médecin responsable en santé au travail dans le réseau de santé publique en santé au travail, à la direction de santé publique des Laurentides. Elle est également clinicienne en pathologie professionnelle au Centre universitaire hospitalier de Montréal et elle est secrétaire de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. Elle est membre aussi du comité de développement professionnel continu de la SMPQ. Voilà, j'ai présenté le docteur Nabila Titri. Je vais faire la même chose pour notre collègue, le docteur Hawara. Voilà, elle est médecin spécialiste en médecine du travail de la faculté de médecine de l'Université d'Alger. Elle détient 3 diplômes de second cycle de l'Université Montréal et de l'Université du Québec, un DESS en gestion de santé et au travail, en toxicologie et en intervention ergonomique, en santé et sécurité au travail. Le docteur Hawara a exercé la médecine du travail en Algérie pendant 13 ans, d'abord à l'INSP, l'Institut national de santé publique, puis à BLIDA et à Franz Fanon comme médecin-chef hospitalo-universitaire. Le docteur Hawara donc pratique la médecine du travail au Québec depuis 2003. Elle est médecin conseil et médecin responsable en santé au travail dans le même réseau que le docteur Nabila Titri aux Laurentides et elle est actuellement médecin responsable et médecin conseil. Le docteur Hawara est responsable de la coordination de l'enseignement de la médecine du travail au niveau de l'Université de Montréal et elle est conseillère au sein du conseil d'administration de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. Elle est aussi membre du comité de développement professionnel continu de l'association. Voilà. Merci beaucoup pour la belle présentation. Encore une fois, bonjour tout le monde. Ça nous fait très plaisir de partager un petit peu notre parcours canadien et québécois en santé au travail. Comme l'a dit le docteur Nezel, donc on est algérienne et on a fait l'université algérienne et on est fiers du DEMS que nous avons et qui nous permet de travailler même outre en dehors de l'Algérie. Donc, on va partager un petit peu avec vous la pratique de la santé au travail au Québec, le Québec étant une province de ce grand et beau pays qui est le Canada. Donc, les objectifs, c'est un petit peu de vous faire connaître l'organisation de la santé au travail ici, donc comment ça se passe un petit peu. On va parler des interventions que nous réalisons, nous en tant qu'équipe de santé au travail. On va vous parler d'un programme particulier au Québec qui est le programme qu'on appelle pour une maternité sans danger. On va vous parler un petit peu de la gestion des maladies à déclaration obligatoire et enfin, on va aborder la gestion de la COVID-19. Donc, vu qu'on est dans un contexte de pandémie, donc on va vous dire comment on gère ça un petit peu dans les milieux de travail. Le plan de la présentation, donc, on va vous dire un mot sur le cadre légal. En fait, c'est des survols que nous faisons. Cadre légal du régime de santé et sécurité du travail, la gouvernance de ce régime, la prévention dans les milieux de travail. On va dire un mot sur le réseau de santé publique en santé au travail dans lequel nous pratiquons. On va parler du programme de santé spécifique à l'établissement, du programme pour une maternité sans danger, des maladies à déclaration obligatoire et enfin de la gestion de la COVID. Laisse la parole à ma collègue, Dr Hawara, qui va vous parler du cadre légal et de la gouvernance. Bonjour tout le monde. Plutôt, je joins ma parole à celle de ma collègue pour vous remercier de cette invitation et pour me permettre de me joindre à votre visioconférence et à votre rencontre. Donc, je vais d'abord vous parler du cadre légal du régime de santé et sécurité du travail. Avant de parler du régime lui-même, on va voir c'est quoi un petit peu l'histoire de ce régime. Donc, ce sont les années en fait 70 qui ont fait
que le régime a changé. Pourquoi? Parce que dans les années 70, il y a eu un courant de protestation des travailleurs, parmi les travailleurs et les syndicats, et ce courant a abouti à des grèves au courant de l'année 1977, ce qui a incité le gouvernement de l'époque à réviser les lois qui géraient en fait les accidents de travail et les maladies professionnelles de l'époque. Lorsqu'ils ont commencé à réviser ce régime ou ces lois, c'était vraiment en 1978. C'est pour ça qu'on parle d'une année charnière. Et cette révision a abouti à un rapport. C'est un rapport qui a porté sur la réforme politique en matière de santé et sécurité. Et ce rapport, il a un nom. Il est communément appelé au Québec le livre blanc. Ce rapport ou ce livre blanc était composé de deux grandes parties. La première partie, elle a mis, si vous voulez, elle a dévoilé tous les manquements qu'il y avait à l'époque pour l'indemnisation et la prévention des travailleurs. Et ils ont remarqué qu'au fil des années, les accidents de travail avaient augmenté et que les maladies professionnelles aussi avaient augmenté, et que la prévention qui, à l'époque, était donnée aux employeurs avait laissé un petit peu de, on va dire, que les employeurs ne l'exerçaient pas comme il fallait. Et ils ont remarqué aussi que les travailleurs étaient complètement exclus de cette prévention. Et là, on voit dans la deuxième partie le futur régime de santé-sécurité. Et on voit donc en 1978, à travers ce livre, la naissance du régime, bien sûr, qui a été adopté d'abord pour la loi sur la santé et la sécurité du travail en 1979. Et cette loi-là, qui est toujours en cours aujourd'hui, son objectif, c'était l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Ensuite, toujours par rapport à ce livre blanc et à ses constatations, en 1985, il y a eu la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles qui a été promulguée, et son objectif premier, c'était la réparation des lésions professionnelles, mais aussi de toutes les conséquences qu'elles entraînent, qu'elles soient physiques, professionnelles ou sociales. Quand on parle de lésions professionnelles, on parle d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Une petite information, c'est qu'actuellement, justement, il y a un projet de loi qui parle de la modernisation de ce régime qui date, en fin de compte, de plus de 40 ans. Si on regarde la LSST de 1979 et la LATMP de 1985. Maintenant, on va dire un petit peu c'est qui gouverne en fait ce régime de santé et sécurité du travail. Prochaine diapo. La gouvernance dans la loi santé-sécurité en fait est donnée à ce qu'on appelle la commission des normes de l'équité, de la sécurité et de la santé au travail. C'est ce qu'on appelle communément la CNESST. C'est un organisme qui est parapublic, qui va administrer le régime santé-sécurité au travail, et on parle toujours de l'application des deux lois que nous venons de voir, c'est-à-dire la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le conseil d'administration de cet organisme paragouvernemental est paritaire, c'est-à-dire qu'il y a des représentants patronaux, donc des employeurs, et des représentants syndicaux, particulièrement les principaux syndicats et les plus, on va dire, les plus importants. Cette commission, elle a pour prérogative d'élaborer des politiques qui sont relatives à la santé et sécurité du travail. Donc, elle, ce qu'elle a à faire, c'est vraiment toujours regarder qu'est-ce qui se passe dans on va dire, dans les déclarations et des accidents de travail et des maladies professionnelles. À partir de là, elle fait des projets qui peuvent lui appartenir à elle seule, comme elle peut les faire conjointement avec le réseau ou avec un autre organisme qu'on va voir tout à l'heure. Elle établit également toutes les priorités d'intervention et de recherche, et le financement de cette commission, il est fait uniquement par les employeurs. C'est un régime, quand on parle de la loi sur l'indemnisation, c'est un régime sans égard à la faute. Les travailleurs, donc, ne peuvent pas poursuivre leur employeur, sauf si vraiment il y a une faute flagrante et très, on va dire, très conséquente. Ils pourraient poursuivre leur employeur, mais sinon, si un travailleur a un accident ou une maladie,
il va présenter sa demande à la CNESST qui va la traiter, mais à aucun moment l'employeur ne va être, on va dire, identifié comme fautif ou pas. Prochaine diapo. Merci. Donc, je vais prendre le relais un petit peu de ma collègue. On va voir un petit peu ce qu'on fait en matière de prévention des risques dans les milieux de travail. Il faut savoir que le principe de base de la loi, c'est le paritarisme, c'est-à-dire que c'est un processus qui se fait de façon paritaire entre les travailleurs et les employeurs, donc avec les travailleurs et les employeurs. Tous les mécanismes de participation sont définis dans la loi de santé et sécurité du travail que nous appelons communément la LSST, et évidemment, il y a des règlements d'application. Il faut savoir qu'au niveau de la loi, aussi bien les employeurs que les travailleurs ont des droits, mais qu'ils ont aussi des obligations. Les principaux acteurs de la prévention dans le milieu de travail, c'est les employeurs eux-mêmes, comme je viens de le dire, les travailleurs aussi, les représentants à la prévention, les comités de santé et sécurité. Il y a certaines grosses entreprises qui ont également des services de santé. Il y a les partenaires, les associations sectorielles paritaires qui offrent des services de prévention également. Les mutuelles de prévention, c'est des regroupements d'établissements. Il y a bien sûr la CNESST, la Commission des normes du travail, de l'équité, de la santé et sécurité, pour tout le volet prévention avec tout leur gros département d'inspecteurs. Il y a nous, donc les équipes de santé au travail du réseau de santé publique en santé au travail que nous appelons communément le RSPSAT. Il faut savoir que ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont couvertes par les équipes de santé au travail et vous allez voir pourquoi. Donc, tout ce beau monde travaille en collaboration étroite pour que les travailleurs soient et restent en santé dans leur milieu de travail. Juste quelques petits rappels pour vous donner une idée. Donc, les travailleurs, au niveau de la loi, ils ont des droits. Donc, le droit d'avoir des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité, leur intégrité. Ils ont le droit de connaître les risques qui sont liés à l'exécution de leur travail. Ils ont le droit de bénéficier de services de santé aussi bien préventifs que curatifs. Et enfin, il y a des droits particuliers. Ils ont le droit de refuser de travailler s'ils pensent qu'il y a un danger pour leur santé dans l'exécution des tâches demandées. Les travailleurs ont également des obligations, donc ils doivent prendre connaissance du programme de prévention, Dr Awara vous en parlera. Ils doivent aussi prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique, et ils doivent veiller aussi à ne pas mettre en danger les autres personnes présentes sur les lieux de travail. Ils doivent se soumettre aux examens de santé qui sont exigés. Ils doivent se soumettre aux examens de santé exigés, ça on l'a dit, participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents et de maladies, donc des risques de lésions professionnelles. Et enfin, ils doivent collaborer avec le CSS lorsqu'il existe. Par rapport à l'employeur, donc au niveau de l'employeur, ont des droits, mais ils ont aussi beaucoup d'obligations. Ils ont droit à de l'information et à de la formation, et ils ont droit à des conseils en santé et sécurité du travail. Ils ont beaucoup d'obligations aussi, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de leurs travailleurs, que ce soit sur le plan organisationnel, fonctionnel, leur donner de la formation et de l'information, et ils doivent collaborer avec tous les autres acteurs et intervenants en prévention. Notre réseau, alors le réseau de santé publique en santé au travail, en collaboration et de concert avec tous les partenaires, et conformément aux mandats légaux que lui confèrent les lois, donc la loi sur la santé et sécurité du travail. Nous intervenons aussi dans le cadre de la loi sur la santé publique. On vous en dira un mot tout à l'heure en traitant les MADO, et d'autres lois, la loi sur les services de santé. Donc, notre réseau, le but, c'est il voit la protection de la santé
des travailleuses et des travailleurs, tout en soutenant les milieux de travail pour qu'ils puissent assumer leurs obligations en matière de prévention des lésions professionnelles. Le mandat principal de notre réseau, et tout ça est clairement édicté dans la LSST, donc la loi sur la santé et sécurité du travail, le mandat principal, c'est d'élaborer et de mettre en application ce qu'on appelle le programme de santé spécifique à l'établissement ou PSSE. Et cette démarche se fait conjointement avec les représentants de l'établissement. Il faut savoir que dans la loi actuelle, identifiée par la commission, parce que c'est la commission, la CNESST, qui, à travers un cahier des charges, Dr Awara vous en parlera après, qui détermine les établissements dans lesquels nous devons intervenir. Nous faisons bien sûr d'autres activités dans les milieux de travail et on va vous en parler un peu plus tard. Ça, c'est notre logo. Donc, je laisse la parole à Dr Awara qui va vous expliquer un petit peu le fonctionnement avec nos différents partenaires. Donc, je disais, les équipes de santé au travail dans toute cette organisation ont des partenaires et ces partenaires fonctionnent selon un certain mécanisme. Donc, si on regarde en haut, à gauche, on a le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a quand même certaines fonctions de coordonner la réalisation des programmes avec la CSST et les équipes de santé au travail. Il doit s'assurer de la qualité des ressources humaines et ressources matérielles en collaboration avec chacune des régions et il est en continuelle discussion avec la CNESST. La CNESST qui élabore avec les équipes de santé au travail le cahier des charges. Ce cahier des charges est élaboré annuellement. C'est quoi ce cahier des charges? En concertation avec on va dire les représentants des équipes de santé au travail, la CNESST va établir toutes les activités que les équipes de santé au travail ont à planifier pour l'année à venir. Donc, chaque année, vers à peu près le mois de novembre, il y a une grosse réunion qui ne va pas avoir lieu sûrement cette année comme l'année dernière, Covid-19 oblige, qui va mettre, si vous voulez, qui va présenter ce cahier et qui va donner au réseau toutes les grandes lignes des activités pour l'année qui va venir. Et à partir de là, le réseau va planifier son année par rapport à ces interventions-là. Il y a aussi établissement d'un contrat type. Ce contrat type, c'est quoi? C'est comme c'est un vrai contrat, en fait, que la CNESST va signer avec chacun des centres, des établissements de santé, on va dire l'équivalent des centres hospitaliers en Algérie. Et le centre hospitalier lui-même va signer un autre contrat avec l'équipe de santé au travail. Et cette signature fait que l'équipe de santé au travail est liée pour une reddition de comptes, pour justement, à la fin, lorsqu'il va y avoir une évaluation de ce qui a été fait, ils vont soit être réprimandés, soit être félicités, soit c'est correct, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Donc, c'est vraiment très important, cette évaluation de la reddition des comptes. Pourquoi? Parce que c'est la CNESST qui finance les équipes de santé au travail et qui peut, par exemple, qui voit par exemple qu'une équipe traîne à l'arrière, etc., ils peuvent réduire ce budget annuel qu'ils vont donner aux équipes de santé au travail par rapport aux interventions qu'ils font. Elle a aussi, la CNESST, elle identifie les projets de recherche et on voit juste à côté les ASP, c'est-à-dire les associations sectorielles paritaires. Ces associations, ce sont des associations qui sont créées de façon volontaire par les employeurs qui se trouvent dans le même secteur d'activité. Par exemple, un secteur d'activité de la construction, ils ont décidé entre eux de créer cette association qui va les aider, qui va leur donner des conseils et qui va former aussi les gestionnaires et les employeurs par rapport à la santé, sécurité et du travail. Ces associations sont financées également par la CNESST. Un autre qui a un gros morceau, c'est l'IRSST, c'est l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé, sécurité du travail. Lui, bien sûr, tous les projets de recherche qui sont identifiés par la CNESST vont passer par cet institut-là
où on retrouve différents types de professions, des ergonomes, des chimistes, des physiciens. Et on va trouver pas mal, on va dire, de professionnels qui vont travailler sur les projets et qui vont aussi également travailler sur ce qu'on appelle la surveillance biologique. Particulièrement, c'est ce qui est écrit SB. Pourquoi la surveillance biologique? Parce que les équipes de santé au travail ont l'IRSST comme partenaire et lorsqu'on décide de faire de la surveillance biologique pour les travailleurs, nos prélèvements vont aller vers cet institut-là et c'est lui qui va les analyser. Si je reviens aux établissements, bien sûr, ils sont liés par la loi sur la santé et sécurité et aussi par la loi sur les accidents de travail et eux, ils ont beaucoup de comptes à rendre à la CNESST par le biais de leurs cotisations, mais également par le biais des inspecteurs qui font des inspections dans ces établissements et qui peuvent émettre, on va dire, des procès-verbaux qu'on appelle des dérogations et ils ont un délai pour remettre les choses à la normale, sinon ils vont avoir des procès à payer qui sont pas, on va pas dire que c'est élevé, mais ils ont quand même des procès qu'ils peuvent payer et qui vont rester dans leur dossier. De l'autre côté, on avait parlé du ministère. Le ministère, il a comme organisme, on va dire qu'il aide, c'est l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec. Lui, il va aider par l'intermédiaire de toutes les méta-analyses qu'il peut faire sur les risques à la santé et qui peut aider le ministère à prendre des décisions lorsqu'ils vont essayer de coordonner la réalisation des programmes. Et aussi, en ce moment, c'est vraiment, on va dire, la centrale pour toutes les recommandations concernant la gestion de la COVID-19 dans les établissements au Québec. Le ministère, bien sûr, du ministère, on a ce qu'on appelle la DSP, c'est la Direction de santé publique. À la tête de la Direction de santé publique, c'est un directeur qui est médecin, qui doit être spécialiste en médecine préventive et santé publique. Au niveau de la direction de santé publique, dans la loi, ce que ça dit, c'est que lui, il a la responsabilité de l'application et de l'évaluation des programmes de santé. Il participe à l'embauche des médecins qui sont recrutés par les équipes de santé au travail. Il a l'obligation et la responsabilité de conserver toutes les données concernant les employeurs, donc les établissements, mais aussi les travailleurs. Il est responsable de toute la reddition de comptes annuels. Donc, si jamais ça ne va pas, c'est le directeur de santé publique qui va être entendu par la CNESST. Et il est responsable également du plan de surveillance de la population, qu'elle soit population générale ou de travailleurs dans sa région. Et enfin, la santé au travail, qui est une petite équipe, en fin de compte, de la direction de santé publique, qui a beaucoup plus d'autres équipes qui s'occupent d'autres sujets que la santé au travail. Et la santé au travail elle-même, elle gère toutes les ressources matérielles, financières et humaines. Elle assure la qualité des services offerts. Elle répond aux demandes de la CNESST et elle est en soutien aux médecins responsables pour lui fournir tout ce qui est nécessaire à fournir pour qu'il puisse élaborer correctement son programme de santé. On parle de ressources humaines, mais aussi de ressources financières et de ressources matérielles. Les établissements, on va le voir. On va voir justement comment nos équipes interviennent dans les milieux de travail en matière de prévention. Donc, comme je le disais plus tôt, la pierre angulaire de nos interventions dans les milieux de travail, c'est ce qu'on appelle le programme de santé spécifique à l'établissement. Ça, c'est notre mandat principal, mais nous avons aussi d'autres activités. Nous faisons des recommandations aux médecins traitants dans le cadre du programme qu'on appelle Pour une maternité sans danger. C'est un programme que vous allez voir qui est unique au Canada. C'est en fait pour protéger la travailleuse enceinte ou qui allait. Nous faisons aussi des investigations dans les milieux de travail suite à des déclarations de MADO, maladie à déclaration obligatoire ou de signalement. Et dans ce contexte-là, nous intervenons en vertu de la loi de santé publique. Et on répond à des demandes de services qui nous viennent des travailleurs, des employeurs, de la CNESST
Nous donnons aussi des avis conseils en santé au travail, aux médecins traitants, etc. Nous, quand on dit nous, c'est nous, équipe de santé au travail. Donc, les équipes de santé au travail, je vous parle des professionnels, je ne parle pas du support administratif et clérical. L'équipe de professionnels est composée de médecins, donc ce sont les médecins responsables au sens de la loi. Nous avons des techniciens en hygiène du travail, nous avons des infirmières en santé au travail, des hygiénistes qui supportent les techniciens, puis qui sont les experts, donc on peut leur demander des avis, et nous avons des ergonomes. Donc, en fait, nous, comme médecins responsables pour nous éclairer dans nos décisions d'évaluation des risques à la santé, puis de planification des activités du programme de santé, comme vous pouvez le constater, on est bien entouré avec nos équipes, techniciens, infirmières et aux besoins hygiénistes et ergonomes. Donc ça, c'est nos équipes de santé au travail et c'est comme ça qu'on travaille. On travaille par équipe. Très souvent, minimalement, l'équipe, c'est 3 personnes, donc le médecin, le technicien et l'infirmière ou infirmier. Ça, c'est la base. Puis, on a l'hygiéniste et l'ergonome en cas de besoin. Docteur Awara. Avant de parler du programme de santé spécifique à l'établissement, on aimerait vous expliquer que ce n'est pas tous les établissements qui bénéficient des équipes de santé au travail. Si vous vous rappelez, dans la diapo de tout à l'heure, on avait dit programme de santé groupe 1, 2 et 3. Pourquoi? Parce que la CNESST a classé des établissements qui se trouvent au Québec dans 6 groupes en fonction de leur activité économique principale. Dans le groupe 1, on va trouver 5 secteurs d'activité qui sont le bâtiment, travaux publics, c'est le groupe 101, l'industrie chimique, c'est le 102, forêt et scierie, mine carrière, fabrication de produits en métal. Dans ces groupes-là, on fait un programme de santé. Je vais vous expliquer un petit peu à la diapo suivante pourquoi. Le groupe 2, c'est tout ce qui est industrie du bois, caoutchouc, équipement transport, transformation des métaux et les produits minéraux non métalliques. Et enfin, le groupe 3, où on a l'administration publique avec tout ce qui est travaux publics au niveau des municipalités, etc. On a les aliments et boissons, l'industrie du meuble, du papier et le transport et entreposage. Ces 3 groupes sont considérés par règlement comme étant des groupes prioritaires priorisés. Donc, ils sont priorisés. Les groupes 4, 5, 6 sont des groupes où l'équipe de santé au travail n'intervient pas, mais elle peut aller dans ces établissements si jamais il y a une demande de service qui émane de ces établissements. Elle va bien sûr être d'abord étudiée pour voir si on va répondre positivement ou pas. Et aussi, on intervient s'il y a une maladie à déclaration obligatoire ou un signalement. Sinon, pas de PSSE dans ces établissements. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce tableau-là, vous allez voir que pour les établissements qui se trouvent dans le groupe 1, il y a le programme de prévention qui est obligatoire, donc le programme de santé est obligatoire. Ils ont un comité de santé et sécurité pour les établissements. Il est privé dans la loi, mais là aussi, il y a un règlement qui dit que les établissements doivent se munir d'un comité de santé et sécurité pour les établissements de 20 travailleurs et plus. Pour ceux qui ont moins de 20 travailleurs, ils n'ont pas cette obligation. Et le représentant à la prévention, il est aussi prévu par la loi. C'est quoi le représentant à la prévention? C'est un travailleur à qui on va donner un certain nombre d'heures par semaine qu'il va consacrer à la prévention dans son établissement et il continue à être payé comme s'il faisait son travail habituel. Donc, comme vous voyez ici, on a le programme de prévention qui est obligatoire pour le groupe 1, 2, 3 et le programme de santé également. Pour le comité santé-sécurité, c'est uniquement pour le groupe 1 et 2, pas pour le groupe 3. Et pour le reste, vous voyez que ça ne s'applique pas. Le programme de prévention, ils peuvent en avoir comme ils peuvent ne pas en avoir. Ce n'est pas, on va dire, ils ne seront pas sanctionnés par la CNESST si jamais ils n'en ont pas. C'est quoi un programme de prévention? C'est un programme qui est élaboré par l'employeur et son comité santé-sécurité. Ils identifient tous les risques, particulièrement les risques à la sécurité qui se trouvent dans leur établissement
et ils émettent des solutions et à partir de là, ils font des plans d'action. Ce programme est très important à mettre sur pied. Pourquoi? Parce que premièrement, la CSST ou la CNESST, lorsqu'elle intervient dans les établissements par le biais de son inspecteur, c'est la première chose que l'inspecteur va demander. Et s'il n'y a pas de programme de prévention, il va émettre ce qu'on appelle une dérogation et il va lui donner un certain temps qu'il le rédige et qu'il le présente à la CNESST. Ce programme de prévention doit être mis à jour annuellement par l'employeur. C'est lui qui est responsable. Le programme de santé, pourquoi il suit le programme de prévention? Parce que dans la loi, elle dit que le programme de santé spécifique à un établissement est une partie du programme de prévention. On a laissé toute la partie sécurité à l'employeur, mais on a donné la partie de la santé aux équipes de santé au travail parce que le médecin qui est au centre de ce programme, il a l'expertise en santé et donc ça revient aux équipes de santé de rédiger et d'élaborer et de mettre en application ces programmes de santé. Voilà pour les groupes prioritaires et pourquoi le programme de santé, on ne le retrouve que dans 3 groupes de tous les établissements qui se trouvent au Québec. Je vais te laisser poursuivre avec le programme de santé. Donc, tu peux le détailler un peu plus pour que nos confrères comprennent. Oui, en fait, le programme de santé spécifique à l'établissement, c'est vraiment la base de nos interventions et on va dire même de l'existence des équipes de santé au travail dans le réseau de la santé publique et santé au travail. C'est un élément qui fait partie du programme de prévention, comme je viens de le dire. Cette élaboration et cette mise à jour du programme de santé, particulièrement l'élaboration, elle est confiée au médecin responsable des services de santé de l'établissement. Pourquoi le médecin est responsable? Parce qu'il est imputable de ce qu'il va écrire, de ce qu'il ne va pas écrire surtout. Je m'explique, si jamais il y a un programme de santé dans un établissement qui a identifié, on va dire, et c'est déjà arrivé, et qui a identifié des facteurs de risque à la santé et qui omet 1 ou 2, et puis qu'il y a des maladies professionnelles qui apparaissent dans cet établissement, ce médecin va être interrogé, il va même passer au conseil de discipline des fois du collège des médecins et même qu'il peut être accusé par les travailleurs. Donc voilà pourquoi on parle de médecin responsable de ces services de santé. Lui, il est en fait responsable du programme de santé dans l'établissement dans lequel il fait le programme. Ce médecin responsable qui est dans la loi, et c'est toujours la loi qui dicte la loi, on va dire, donc ce médecin responsable, il est choisi par le comité de santé-sécurité qui est reconnu, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi, quels sont les établissements qui doivent avoir un comité de santé. S'il est choisi par le comité de santé-sécurité, son mandat dure 4 ans. S'il n'y a pas de comité de santé-sécurité, c'est le directeur de santé publique qui va nommer le médecin responsable et cette nomination, elle est de 2 ans. Une fois que le programme de santé spécifique est élaboré, il doit être approuvé par le comité santé-sécurité ou par un représentant de l'employeur et un représentant des travailleurs s'il n'y a pas de CSS. Et à partir de là, lorsqu'il est approuvé, on peut le mettre en application. Comment on fait pour élaborer un programme de santé? Donc, il y a différentes étapes. La première étape, c'est que on va essayer d'identifier les facteurs de risque dans le milieu de travail. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va documenter, on va aller chercher toute la documentation sur cet établissement. Comment? On va aller regarder s'il y a un site internet, si on a déjà intervenu, mais pas dans le cadre du PSSE, si la CSST est déjà intervenue. On va ramasser toutes ces informations. Par la suite, on programme une visite. En général, cette visite de l'établissement, elle se fait en présence du médecin avec le technicien en hygiène et l'infirmière. Et par la suite, lors de la visite, on va d'abord s'asseoir avec l'employeur pour ramasser toute l'information qu'on peut avoir, on va dire, sur l'établissement. Est-ce qu'il y a par exemple un programme de prévention? Est-ce qu'il y a un comité de santé-sécurité? Est-ce qu'ils ont un responsable identifié de la santé-sécurité? Tous ces éléments vont nous permettre de voir c'est quoi le degré
de la prise en charge, de la prévention par l'établissement. Est-ce qu'il y a des sessions de formation? On va regarder tout ça et par la suite, on va visiter l'aire de production. Donc, on va aller en équipe, en présence bien sûr toujours d'un représentant de l'employeur et des travailleurs. Et là, on va faire vraiment les observations poste par poste. Depuis peu, on peut avoir l'ergonome qui nous accompagne et donc chacun a une mission dans cet établissement et tout est chapeauté par le médecin. Donc, on a l'infirmière qui va regarder beaucoup tout ce qui est organisation des premiers secours et premiers soins. Si on est accompagné d'un ergonome, c'est correct. Si on n'est pas accompagné d'un ergonome, c'est l'infirmière qui va regarder les postes où il peut y avoir des problèmes de troubles musculo-squelettiques. On compile donc toutes ces informations une fois retourner à notre siège, on va s'asseoir en groupe, donc le groupe des 3, on va mettre toutes les informations en commun. Par la suite, il y a le technicien qui va compléter un formulaire qui s'appelle connaissance du milieu. Il va mettre toutes les informations risque par risque en identifiant tous les départements où se trouvent ces risques, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui n'est pas mis en place. On va regarder la prévention collective technique, individuelle, on va regarder c'est quoi les produits qui sont utilisés, leur nature, leur forme, la quantité, on va regarder tout ça et tout ça va être mis dans cette caractérisation. Ensuite, dans chaque fiche de risque, le technicien, il va essayer d'évaluer le niveau d'exposition des travailleurs. Une fois cette fiche complétée, l'équipe va se rasseoir pour discuter des éléments qui se trouvent dans ce document et on va décider est-ce que vraiment une analyse qualitative uniquement nous permet de prendre une décision par rapport au risque à la santé ou est-ce qu'on doit aller plus loin? Plus loin en général, on va aller essayer soit parce qu'on manque d'informations, soit parce qu'on veut aller regarder quantitativement c'est quoi le niveau d'exposition des travailleurs pour pouvoir se prononcer parce que ce n'est pas très clair l'exposition du travailleur par rapport aux éléments que nous avons. Ensuite, là, on estime le niveau de risque. Quand on va estimer le niveau de risque, on va décider de prioriser les risques pour intervenir dans l'établissement. Donc, des fois, on peut avoir jusqu'à 20 risques qu'on a identifiés et on va essayer d'en prioriser certains. Et là, le médecin va préparer son ébauche. Son ébauche, c'est quoi? C'est un modèle que nous avons et que nous avons développé, que j'ai d'abord développé à Montréal quand j'étais à Montréal, ensuite que j'ai, on va dire, redéveloppé d'une autre façon dans les Laurentides. Et oui, les Laurentides, c'est une région du Québec et elle est voisine de Montréal, à peu près peut-être 35 kilomètres de Montréal ou 40. Et à partir de là, on va commencer à écrire, on va prendre risque par risque, même ceux qui ne sont pas priorisés, parce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on a vu dans l'établissement, où est-ce qu'on l'a vu, pourquoi, c'est quoi les effets à la santé, on va dire qu'on le retient ou on ne le retient pas, on va justifier pourquoi on l'a retenu, pourquoi on ne l'a pas retenu. Et s'il n'est pas retenu, c'est correct. S'il est retenu, il y a un plan d'action qui suit avec des activités qui incombent à l'employeur, mais aussi aux équipes de santé au travail. Et donc, dans ce plan d'action, on va trouver des activités de prévention primaire et des activités de prévention secondaire s'il y a lieu. Au Québec, on ne fait pas de surveillance des travailleurs médicaux au sens propre du mot, sauf si c'est permis, parce qu'on a un cadre de référence que nous devions suivre et que nous devrions suivre, on va dire, correctement pour ne pas surveiller juste pour surveiller. On doit voir c'est quoi les objectifs et puis est-ce que cette surveillance vraiment elle est de qualité ou donc on va regarder tout ça. À partir de là, cette ébauche-là, on va prendre rendez-vous avec l'employeur. Quand je dis employeur, on parle représentant employeur et travailleur. On va présenter notre brouillon et on va discuter particulièrement le plan d'action parce que comme il s'agit de prévention primaire, ça peut coûter un peu d'argent à l'employeur lorsqu'on lui parle d'aspiration à la source, de ventilation, de mettre en place un programme de protection respiratoire qui est… donc, tous ces éléments, on doit les discuter avec lui ou une substitution, par exemple, d'un produit. Donc, tout ça, on le discute avec lui.
Et s'il y a, nous, on va donner les sessions d'information par rapport au risque qui a été retenu, les risques à la santé. Et s'il y a une surveillance médicale également, on va en discuter et on va établir les échéanciers de toutes ces activités à faire avec l'employeur. À signaler que si jamais on fait un échantillonnage, donc on fait une évaluation quantitative, et si ça dépasse la norme québécoise, le médecin a l'obligation de faire un signalement à la CNESST et on rentre là dans une autre démarche qui est la démarche du signalement d'un hors-norme. Donc voilà le programme de santé en général du début jusqu'à la fin et les différentes étapes à faire avant d'en arriver. Peut-être dire un mot de ce qu'on fait en plus de nos activités, docteur Awara. J'ai mis la diapo. Oui, d'accord. Donc, il y a d'autres activités qui sont offertes par les équipes de santé au travail. On donne du soutien, par le biais de nos hygiénistes, nos techniciens et même les médecins dans la gestion des risques. Et c'est ça qu'on fait, par exemple, même dans le cadre du programme de santé, quand on parle de prévention primaire, on est là pour soutenir l'employeur, par exemple, pour fournir des listes de spécialistes en ventilation, pour fournir des spécialistes par rapport à des programmes de protection respiratoire, où on offre carrément un canevas pour qu'il puisse l'écrire, mais on peut lui donner aussi une liste de fournisseurs pour les masques, pour les tests qui doivent être faits et tout. On offre aussi du soutien pour la surveillance environnementale. Ça, par exemple, lorsque c'est un établissement qui le demande, on étudie bien c'est quoi l'objectif de la demande, parce que s'il le fait juste pour avoir un chiffre et pour dire qu'il est conforme, nous, on ne va pas dans ce sens. Par contre, si c'est la CNESST qui nous le demande, on le fait sans broncher. La surveillance médicale, donc c'est ça qu'on fait dans le cadre dans le cadre du programme de santé spécifique, mais on peut aussi l'offrir dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire. On offre aussi des sessions d'information pour les travailleurs sur les risques qu'on a identifiés, qu'on a retenus. Et enfin, on a le soutien à l'organisation des premiers secours et premiers soins, parce qu'au Québec, l'organisation des premiers secours et premiers soins, c'est par règlement. Donc, il y a un règlement qui dit que l'entreprise, elle doit avoir un minimum d'organisation. Ça concerne la trousse de premiers soins, ça concerne le secouriste formé, certifié et on va dire accrédité, et aussi ça concerne tout ce qui est on va dire organisation, par exemple pour les entreprises qui sont à 100 travailleurs et plus, et il faut qu'ils aient un genre d'infirmerie pour recevoir les travailleurs. Donc l'infirmière, elle est là pour aider l'employeur à mettre ou à organiser plutôt ses premiers secours, premiers soins. On a aussi les douches oculaires que l'infirmière va regarder, les douches d'urgence aussi. Donc, si par exemple il y a des produits corrosifs, irritants, il faut qu'il y ait des douches oculaires et même des douches d'urgence au niveau des postes de travail qui sont à risque. Donc, c'est tout ça qu'on fait avec l'employeur et on le soutient parce que s'il n'a pas une bonne organisation et que la CNESST arrive dans l'établissement par le biais de son inspecteur, là aussi, il y a des dérogations qui sont émises par rapport à cette organisation. Parfait, merci. Donc, ça fait le tour un petit peu du programme de santé spécifique à l'établissement qui est notre majeur dans ce qu'on offre aux établissements. Comme vous pouvez le constater, nous médecins et nos intervenants, nos équipes qui nous accompagnent, on essaye d'être des agents mobilisateurs des milieux parce que c'est l'objectif. C'est vraiment de mobiliser le milieu pour qu'ils se prennent en charge. Donc, on accompagne les établissements à mieux se prendre en charge, comme le dit la loi. Là, on va vous parler un petit peu d'autre chose qui est une majeure aussi que nous faisons dans nos équipes. C'est ce qu'on appelle le programme pour une maternité sans danger, donc le fameux PMSD. Alors, c'est un programme particulier, c'est un programme intéressant. En fait, c'est une mesure de prévention qui est complètement instituée par la loi. Il vise en fait le maintien en emploi sans danger pour une travailleuse qui est enceinte
ou qui allaitent, la travailleuse qui travaille dans des conditions dangereuses ou qu'elle pense qui sont dangereuses pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ou pour la santé de l'enfant qu'elle allait, elle a le droit d'être immédiatement affectée à d'autres tâches qui ne comportent pas les dangers. Et les tâches auxquelles elle sera réaffectée doivent être adaptées à son état et donc elle devrait être en mesure de les accomplir. Vous allez voir par la suite que si pour des raisons particulières, l'employeur ne peut offrir à cette travailleuse un poste ou une assignation qui convient à son état de santé et hors de danger, alors le retrait préventif est exercé et elle sera retirée du travail. Mais le but premier, ce n'est pas de la retirer du travail, ce n'est pas un congé de maternité, c'est vraiment le maintien en emploi sans danger et sans risque pour elle, pour l'enfant à naître ou si elle allait pour l'enfant à lait. L'encadrement légal, la loi sur la santé et sécurité du travail est très claire. Il y a plusieurs articles de loi qui détaille en fait ce programme-là, détaille ce programme. Il y a aussi la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la LATMP, qui, elle, va déterminer le revenu brut d'emploi de la travailleuse enceinte ou qui allait. Ce programme est financé par les employeurs, dans le fond, et les coûts sont répartis également entre tous les employeurs qui cotisent à la CNESST. Il s'agit d'un programme intéressant, particulier, et le Québec, c'est la seule province qui l'a au Canada. Donc, c'est un programme unique et il existe depuis 1981. Pour être admissible à ce programme, il y a des conditions. C'est une femme enceinte ou qui allait. Elle doit être médicalement apte au travail, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des personnes enceintes, mais qui sont aptes au travail, qui n'ont pas une condition médicale qui les empêche de travailler. Donc, au moment de présenter la demande et tout au long de ce droit, elle doit être apte à travailler. La travailleuse doit être disponible pour une éventuelle réaffectation et elle doit avoir remis le certificat dont on va parler à son employeur. Sont exclus du programme, c'est déterminé par la loi, donc les travailleuses autonomes, les personnes qui travaillent à leur compte, les travailleuses qui œuvrent dans des établissements ou des entreprises qui sont de compétences fédérales. Donc, nous avons des établissements qui sont sous juridiction fédérale et d'autres établissements qui sont sous juridiction provinciale et des établissements mixtes aussi. Mais donc, quand une entreprise est de compétence fédérale, la femme n'a pas droit à ce régime. Enfin, les bénévoles, les travailleuses qui font du bénévolat et les étudiantes qui sont en stage chez un employeur. Évidemment, chaque acteur dans ce programme ou impliqué dans ce programme a des responsabilités. On va commencer par ceux de la travailleuse. Donc, la travailleuse, sa responsabilité, c'est qu'elle doit aller consulter son médecin. Elle doit lui expliquer ses conditions de travail ou ses craintes par rapport aux dangers qu'il y a dans le milieu. Exemple, une dame qui travaille dans un milieu où il y a des risques chimiques. Exemple, une dame qui fait beaucoup de manutention et qui craint pour sa santé et l'enfant à naître. Elle va demander au médecin de remplir ce qu'on appelle le certificat visant le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allait. Et le médecin va voir ses obligations et ses responsabilités, va lui remettre par la suite le certificat qu'il aura complété et madame doit aviser la CNESST de tout changement dans son état, exemple la date d'accouchement ou si son état physique change mais que ce n'est pas dû au travail. L'employeur, lui, il doit prendre connaissance du certificat de la travailleuse. Il doit collaborer à l'analyse du poste de travail. Vous allez voir qu'il y a une évaluation qui est faite. Il doit éliminer les dangers qui sont attestés par le certificat que lui aura remis la travailleuse. Donc, soit il peut les éliminer à la source, soit il peut modifier les tâches qui comportent des dangers, soit il adapte le poste de travail, soit il affecte la travailleuse à d'autres tâches qu'elle est en mesure d'accomplir en fonction de son état, bien sûr. Et si vraiment il ne peut pas faire tout ça, il y aura un retrait du travail qui sera fait. Il doit aussi informer la CNESST que la travailleuse enceinte ou qui allait a exercé son droit au programme. Il doit lui verser son salaire habituel,
même si elle est en affectation. Une travailleuse qui est en retrait préventif, il devra lui verser une indemnité. Il doit réintégrer la travailleuse à son poste si les dangers sont éliminés et réintégrer la travailleuse dans son emploi habituel à la fin du retrait préventif ou de l'affectation. Son médecin, donc quand elle va voir le médecin et puis qu'elle lui fait part de ses craintes, le médecin, évidemment, va évaluer l'état de santé de sa patiente et il va confirmer et attester qu'elle est enceinte ou qu'elle allait et qu'elle est apte à travailler au moment de la demande ou à tout moment durant sa grossesse. Pour être plus concrète, une travailleuse enceinte qui a un problème, par exemple, d'hypertension pendant sa grossesse, n'ouvre pas droit au retrait préventif. Elle sera retirée pour raison médicale, mais en dehors du programme. Le médecin traitant doit compléter le certificat, le fameux certificat qui vise le retrait préventif de la femme enceinte ou qui allait. Alors là est la partie où nous, équipe de santé au travail intervenant, c'est qu'il doit obligatoirement consulter le médecin désigné par le directeur de santé publique, qui sommes nous, donc les médecins du réseau. Et le médecin du réseau, vous allez voir qu'il va émettre des recommandations. Le médecin traitant de la patiente reçoit les recommandations et il en tient compte et il remet à la travailleuse la copie du certificat et celle de l'employeur et il accompagne le tout de nos recommandations qui sont une partie de ce qu'on appelle le rapport de consultation médico-environnement. Ça, c'est le médecin traitant. Là est notre rôle à nous, médecins désignés du réseau. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment tout cela se fait, mais on va survoler juste un petit peu ce qu'on fait. Donc, il y a une évaluation des conditions. Donc, on reçoit la demande des médecins traitants. Il y a une évaluation, une analyse des conditions de travail de la travailleuse qui veut exercer ce droit. Évidemment, c'est toute une équipe, hein, avec encore une fois techniciens en hygiène, infirmières et nous médecins. On doit évaluer et préciser les dangers qui peuvent exister dans les conditions de travail, dans l'environnement de travail de la travailleuse par rapport à sa grossesse ou si elle allait qui risque d'être un danger pour l'enfant allaité. Nous émettons des recommandations en fonction des facteurs de risque qui ont été identifiés au poste de travail. Les recommandations s'appliquent à une grossesse d'évolution normale. Grosso modo, nous évaluons l'environnement de travail, nous connaissons les environnements de travail ou les milieux de travail et le médecin traitant connaît l'état de santé de sa patiente. C'est pour ça que nous lui renvoyons les recommandations médicales que nous faisons et qu'il devra accompagner au certificat et remettre à sa patiente. La CNESST, c'est elle qui administre tout ce programme. Elle détermine l'admissibilité de la travailleuse. Elle valide le certificat et elle décide d'une décision qui est motivée par les critères qu'elle met en place. Donc, nous ne gérons pas ce programme, nous ne l'administrons pas, faisons les recommandations aux médecins traitants. C'est ce qui nous est demandé. Grosso modo, j'ai survolé le PMSD, mais si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Et je vais laisser la parole à Dr Awara qui va vous parler des maladies à déclaration obligatoire. Avec une autre loi, c'est la loi de santé publique qui nous parle des maladies à déclaration obligatoire d'origine chimique et professionnelle. C'est le cadre légal de ces MADO et signalements. Donc, comme je disais, c'est la loi de santé publique. C'est une loi qui a été votée en 2001, qui a été mise à jour en 2003 et qui a introduit un nouveau concept qui est le signalement. On va voir c'est qui, puis c'est quoi le signalement. Et cette loi, elle a donné, dans le cadre de ces chapitres pour les MADO et signalements, elle a donné les pouvoirs d'enquête au directeur de santé publique. Et donc, de là, le directeur de santé publique, il a identifié des personnes à qui il a donné son pouvoir pour enquêter. On a aussi, normalement, si on regarde la loi santé publique, les enquêtes, certaines, oui, elles reviennent au directeur de santé publique, mais d'autres, non. Par exemple, celles qui concernent l'origine professionnelle,
n'aurait pas dû revenir aux équipes de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a un article dans la loi qui dit qu'au cours d'une enquête, si le directeur voit qu'il y a une autre instance qui a le pouvoir d'enquête, lui, il doit se retirer et laisser cette instance enquêter. Et donc, normalement, le pouvoir d'enquête, c'est pour la CNESST et ce n'est pas pour les équipes. Simplement, la CSST, à travers la loi sur la santé et sécurité du travail et aussi les ententes par le biais du cahier des charges, a donné on va dire, cette responsabilité aux équipes de santé au travail. Et donc, ce pouvoir d'enquête de la CNESST, il a été remis aux équipes de santé au travail. Cependant, la CNESST, elle veut avoir un bilan annuel de ce qui est rentré comme maladie à déclaration obligatoire signalement et qu'est-ce qu'on a fait avec, etc. Elle va demander combien d'enquêtes on a fait, dans combien de milieux on a intervenu, pour combien de travailleurs différents, etc. Et donc, comme c'est écrit, le traitement des maladies à déclaration obligatoire dans le cadre du cahier des charges, il se trouve dans ce qu'on appelle des activités obligatoires. Le cadre légal, c'est vraiment celui-là qui entoure les maladies à déclaration obligatoire et le signalement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, la loi santé publique, il y a deux grands chapitres. Un chapitre qui va nous parler des intoxications, infections et maladies à déclaration obligatoire et un chapitre qui va nous parler des signalements. Et l'objectif de cette loi, c'est vraiment de protéger la santé des travailleurs et de faire de la vigie et de la surveillance par rapport à des situations qui se passent dans les milieux de travail. Les définitions, donc, c'est quoi une maladie à déclaration obligatoire? Selon la loi santé publique, les maladies à déclaration obligatoire, ce sont toutes les intoxications, les infections, donc maladies infectieuses, ou des maladies qui sont médicalement reconnues comme pouvant constituer une menace à la santé d'une population et qui nécessitent que les autorités de santé publique exercent une vigilance et ou bien qu'ils mettent en place des enquêtes épidémiologiques. Les maladies à déclaration obligatoire, la liste des maladies, elle est réglementée, on va le voir tout à l'heure. Maintenant, le concept du signalement, c'est quoi? C'est en fait, c'est des situations qu'on va retrouver dans les milieux de travail et qui pourraient menacer la santé des travailleurs. Et lorsqu'il y a une personne, on va voir c'est qui, lorsqu'une personne croit qu'il y a des motifs raisonnables, qu'il existe une menace à la santé, elle doit ou elle peut signaler à la CNESST. Enfin, l'enquête épidémiologique, elle a été définie comme étant la caractérisation d'un événement pour connaître les caractéristiques des populations atteintes. Ici, on parle de la population des travailleurs et aussi les causes et les circonstances de l'événement qui a engendré cet événement et évaluer les risques à la santé. Voilà pour les définitions. La liste des maladies, les médecins ont vraiment l'obligation de déclarer toutes les maladies qui se trouvent dans cette liste, mais vous allez voir que cette liste, il y a aussi les maladies infectieuses, mais nous, comme équipe santé au travail, on s'occupe uniquement des maladies et intoxications d'origine chimique et professionnelle. Donc, on a l'amiantose, donc l'asbestose, on a l'asthme d'origine professionnelle, on a les cancers, on a les mésothéliums et on a pas mal d'autres maladies que le médecin, une fois qu'il pose le diagnostic, il est dans l'obligation de le déclarer. La loi aussi, elle dit que si le médecin ne déclare pas, il a une pénalité à payer et je pense qu'elle était de $500. Et si jamais il récidive, plus ils vont doubler cette pénalité. Voilà pour la liste des maladies qui est une liste, c'est-à-dire que si la maladie que nous diagnostiquons ne se trouve pas sur cette liste, il ne s'agit pas d'une maladie à déclaration obligatoire. Le médecin va juger la situation et s'il croit raisonnablement qu'il y a une menace à la santé, il peut faire un signalement à la direction de santé publique de son territoire. Pour les maladies à déclaration obligatoire, c'est tous les médecins qui diagnostiquent une intoxication, une infection, une maladie qui est inscrite dans la liste que nous venons de voir et qui constate la présence de signes cliniques caractéristiques de cette maladie ou intoxication, il doit la déclarer. C'est vraiment une obligation qu'il a. Donc avec des sanctions au bout. Il y a aussi les laboratoires. Pourquoi les laboratoires? Donc, toutes les surveillances qui sont faites par rapport à des risques chimiques, par exemple, si on a des seuils,
Bien sûr, on a des seuils biologiques qui ne devraient pas être dépassés. Et si jamais il y a une surveillance biologique avec un contaminant chimique et que ça dépasse ce seuil admissible, le laboratoire, il est tenu et aussi il est obligé de déclarer à la direction de santé publique cette situation et donc ce chiffre qui dépasse le seuil de déclaration. Voilà les deux qui ont des responsabilités et des obligations de déclaration lorsqu'on parle de maladies à déclaration obligatoire. Pour les signalements, en fait, il y a des organismes, mais aussi des personnes qui doivent ou qui peuvent signaler. Donc, on voit qu'ici, qui signalent, on a certains qui doivent, donc comme les ministères, les municipalités, les établissements de santé, par le biais des directeurs aussi, qui doivent aussi signaler. On a les directeurs d'un établissement ou un professionnel de la santé parce que dans les milieux scolaires, on trouve beaucoup d'infirmières scolaires et donc eux, ils peuvent, ils ne sont pas obligés, ils peuvent signaler. Ensuite, ces signalements-là, ils vont aller au directeur de santé publique et qu'est-ce qu'on signale? On va signaler toutes les menaces à la santé et les situations qui nous font croire qu'il y a une menace à la santé. Le médecin, il peut aviser s'il soupçonne simplement une menace. Les établissements, c'est toujours quand ils croient qu'il y a une menace. Et les directeurs d'établissement ou les professionnels dans les milieux scolaires, c'est toutes les situations. Soit qu'ils croient qu'il y a une menace, soit qu'ils soupçonnent une menace et il peut signaler à la direction de santé publique. Voilà la différence entre un signalement et une maladie à déclaration obligatoire. On va continuer avec la prochaine diapo. Donc, une fois qu'on réceptionne une maladie à déclaration obligatoire ou un signalement, on va faire une première analyse et on va, si on décide d'enquêter, on va dire on enquête. Pourquoi? Parce que on doit enquêter pour identifier la nature du contaminant ou la source du contaminant parce qu'on ne l'a pas. On doit aussi identifier toutes les mesures qui ont été mises en place et prises par l'établissement pour éliminer ou contrôler l'exposition à ce contaminant. On doit identifier tous les travailleurs qui sont susceptibles d'être à risque de développer un problème de santé. Et enfin, on identifie et on prend en charge les travailleurs exposés. Voilà pourquoi on fait l'enquête. Le processus de traitement, c'est un processus qui est plus ou moins harmonisé sur le plan provincial. Donc, quand on réceptionne une MADO ou un signalement, on fait ce qu'on appelle une analyse préliminaire. L'analyse préliminaire nous permet d'abord de voir est-ce qu'il s'agit d'une urgence médicale ou non. Donc, si c'est une urgence médicale, ça doit rapidement être traité dans les 24 heures. Si ce n'est pas une urgence médicale, on peut prendre plus de temps dépendamment de ce qu'on a comme situation. Donc, on va explorer toutes les données qu'on a reçues. On peut faire de la collecte complémentaire en allant nous informer auprès du travailleur qui a subi la maladie ou pour lequel la situation a été signalée. On peut aller aussi auprès de l'employeur. On va aller chercher toutes les informations, on va analyser la situation et à partir de là, on décide de faire ou ne pas faire une enquête. Et quand on fait une enquête, je vous ai dit pourquoi, c'est ce qu'on a vu avant. Une fois qu'on a décidé de faire une enquête, on a ce qu'on appelle l'intervention qui est faite par l'équipe. En général, là aussi, le médecin, il est au centre de cette enquête et on va chercher c'est quoi la nature du contaminant si on ne l'a pas déjà. On va regarder est-ce que le contaminant est présent ou pas dans le milieu. Pourquoi cette situation? Parce qu'il faut comprendre que dans la liste des maladies à déclaration obligatoire, on a des situations aiguës qui peuvent arriver dans les établissements, comme l'intoxication par exemple au monoxyde de carbone. Ça, on sait que la source c'est le monoxyde de carbone. On va aller chercher juste c'est quoi les équipements ou autres qui a engendré cette intoxication. Mais si on a une personne qui a un mésothéliome, qui a un cancer du poumon qui est lié à l'amiante, ou qu'on a une amiantose, excusez le mot, asbestose, donc dans ces situations-là, on va aller voir est-ce que ce contaminant existe toujours dans cet établissement et aussi voir s'il existe encore. On va regarder la nature de l'exposition des travailleurs. On va voir c'est quoi les mesures qui sont en place.
on va apprécier le niveau de risque à la santé et on va formuler des recommandations. Lorsqu'on regarde les mesures préventives en place, on va voir, bon, il y en a, est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'on peut en recommander d'autres? Est-ce que ces mesures toutes seules, elles sont suffisantes, mais on veut aller plus loin et donc on recommande autre chose? C'est formuler des recommandations et puis faire un suivi s'il y a lieu, le fameux suivi qu'on fait aux 6 mois. Si on fait des recommandations à l'employeur, là, on fait un plan d'action avec un échéancier et on ne donne pas plus de 6 mois à l'employeur pour mettre en place les mesures manquantes. Et après ça, on peut remettre le dossier entre les mains de la CNESST pour qu'elle fasse un suivi avec des dérogations. Merci, docteur Awara. Juste pour votre information, lorsqu'on fait ce genre d'enquête, on est mandaté par le directeur de santé publique par rapport à la loi sur la santé publique et donc nous avons des cartes spéciales parce que c'est une obligation. L'employeur doit nous laisser rentrer, nous et nos équipes, pour faire ces enquêtes-là. Donc, on a une carte pour aller faire les enquêtes disant que le directeur de santé publique nous délègue ce pouvoir. Ça fait le tour des maladies à déclaration obligatoire et nous allons aborder la question de la gestion de la COVID que nous vivons depuis bientôt une année. Je dois avouer que ce n'est pas évident, c'est notre majeur en ce moment. Nous faisons que ça, pratiquement. Il y a la gestion des MADO et présentement. Le reste de nos activités, programmes de santé, etc., ont été reportés. La gestion de la COVID, depuis que la pandémie a été déclarée, évidemment, le gouvernement du Québec, comme tous les gouvernements à travers le Canada ou à travers le monde, ont immédiatement réagi. Au niveau provincial, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au niveau du gouvernement, il y a eu un décret qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire du Québec, donnant plein pouvoir à notre directeur national de santé publique. Il y a un décret concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population. Et enfin, des directives gouvernementales pour appliquer les mesures sanitaires. Je ne rentrerai pas dans les détails. La gestion se fait au niveau provincial et, comme vous le verrez, au niveau régional. Je vais parler du niveau provincial parce que j'interviens au niveau provincial plus et Dr Awara va vous parler de l'intervention et de la gestion au niveau régional parce qu'elle est responsable de la gestion au niveau régional. Donc, au niveau provincial, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu immédiatement une mobilisation de toutes les instances concernées, de tous les acteurs. Donc, nous avons l'INES, c'est l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Oui, c'est l'excellence. Oui, l'Institut national de santé publique, l'Institut, l'IRSST, donc Robert Sauvé en santé au travail, les directions de santé publique, nous réseaux, donc qui faisons partie des directions de santé publique, mais qui sommes spécialisés en santé au travail. Et j'ai mis l'acronyme de notre communauté de pratique. Je vais juste vous glisser un mot de ce que c'est. Donc, c'est la communauté médicale provinciale en santé au travail du Québec. C'est un regroupement de tous les médecins experts, médecins conseils en santé au travail au Québec. Comme nous faisons partie du réseau de santé publique en santé au travail, Dr Awara et moi-même sommes membres automatiquement de cette communauté de pratique. Personnellement, je suis sur l'exécutif et nous avons essayé, nous sommes, nous travaillons très fort là-dessus et comme communauté de pratique, on se prononce sur certains avis, sur certaines recommandations que nous faisons aux directeurs de santé publique et aux tables de concertation en santé au travail et même plus haut lorsque nécessaire. Donc, il y a eu aussi immédiatement formation d'un groupe de travail qu'on a appelé groupe de travail SAT, donc le GT-SAT COVID, dont je fais partie aussi au niveau provincial. Il y a eu formation et il y en a toujours des formations, c'est très dynamique hein, ce processus-là, formation de groupe de travail pour produire soit des avis scientifiques, soit des recommandations.
Immédiatement, il y a eu harmonisation pour des définitions, les définitions de cas contact, contact étroit, etc., de certaines situations particulières. En tout cas, on répondra à vos questions si vous en avez. Aussi, il y a des recommandations et des avis qui sont faits régulièrement et qui changent en fonction des données scientifiques sur les équipements de protection, par exemple sur la ventilation, la désinfection. Il y a des avis, on s'est positionné aussi sur les personnes vulnérables et immunosupprimées. Je parle des travailleurs et travailleuses, bien sûr, pour les milieux de travail en ce qui nous concerne. Il y a un avis qui est en train de sortir sur les tests de dépistage rapide, etc. Donc, les demandes arrivent très, très rapidement et on doit y répondre très rapidement. C'est pas évident, on fait que ça, les groupes de travail se forment très vite, les avis sortent très vite, c'est vraiment jongler avec beaucoup de choses. La technologie fait que une chance, on arrive quand même à se concerter rapidement. Donc, tout le monde est mobilisé pour justement essayer de répondre vite à la demande. Et le souci principal, bien sûr, c'est de protéger toute la population. Et nous, à notre niveau, c'est la population des travailleurs dans les milieux de travail essentiellement. Mais tout est interrelié. À l'échelle régionale, maintenant, je vais laisser Dr Awara vous en parler. Donc, à l'échelle régionale, on a des interventions différentes selon qu'on est dans des établissements où il n'y a pas d'éclosion et ou des établissements où il y a des éclosions. D'abord, ils ont défini, ou on a défini, c'est quoi une éclosion? C'est 2 cas et plus dans les établissements. Donc, à partir de 2 cas, on commence à voir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Si on est dans un établissement où il n'y a pas d'éclosion, donc on est en mode prévention et dès le mois de mars 2020, on a commencé, malgré la fermeture de pratiquement et le confinement pratiquement total, il y a eu les services essentiels qui sont restés ouverts. Donc nous, on a élaboré un questionnaire sur toutes les mesures préventives qui devraient être en place. Et à partir de là, on a fait des appels téléphoniques à plusieurs employeurs. On a listé les établissements qui étaient encore ouverts par secteur d'activité. On est intervenu par téléphone pour les soutenir. On a monté un document régional où on retrouve toutes les recommandations avec tous les facilitants, c'est-à-dire des aides-mémoires, des affiches, des procédures de nettoyage, des procédures pour les travailleurs qui sont au travail et qui présentent au courant de la journée des symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire avec. Tout ça, on l'a monté et on envoie ces documents par courriel, bien sûr, à ces établissements-là qui peuvent nous poser des questions. On a mis aussi à la disposition des travailleurs et des employeurs une adresse courriel et une boîte vocale, on va dire, donc un numéro de téléphone où ils peuvent nous poser leurs questions et à partir de là, on leur répond dans les 24 heures. On a aussi identifié, bien sûr, à partir de là, on a envoyé aussi des lettres à des employeurs qui ne voulaient pas nous répondre. Et dans ce dossier, comme en présence d'éclosion, on a travaillé en partenariat avec la CNESST qu'on interpellait à chaque fois qu'un employeur ne nous répondait pas. Donc, chaque fois qu'un employeur ne répondait pas, on faisait d'abord une lettre qui était signée par moi. Ensuite, par la suite, si jamais ça ne répondait pas, on faisait appel à la CNESST et on faisait des visites aussi conjointes avec la CNESST dans certains secteurs d'activité qui étaient sensibles, comme les bars et restaurants, comme certains commerces, etc. Enfin, j'ai parlé des documents qu'on a élaborés et jusqu'à maintenant, on vous dirait qu'on se maintient dans la région par rapport aux éclosions
en fonction justement de tout le soutien qu'on donne aux employeurs. Prochaine diapo. Pour les éclosions, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a mis en place un système de vigie pour analyse quotidienne des déclarations de cas. On a des agents de recherche qui travaillent avec nous et qui complètent ce tableau quotidiennement, qui me l'envoie. À partir de là, on regarde et puis on identifie des établissements qui pourraient être problématiques. Et on a mis en place un système de vigie qui nous permettait de surveiller de très très près et de façon quotidienne nos établissements pour intervenir à temps. On vérifie les informations sur l'établissement, on analyse la situation avec la recherche de problèmes qui pourraient se retrouver dans l'établissement et qui pourraient être en lien avec la transmission. On fait aussi dans ce cas des visites conjointes avec les établissements. On en a fermé quelques-uns, surtout au début de la pandémie, en attendant qu'ils mettent en place les mesures, parce qu'il y avait pas mal de cas dans les établissements avec une absence de mesures dans ces établissements. Donc, voilà ce qu'on a fait pour la gestion de la COVID-19 de façon régionale. Si je peux compléter, Dr Awara, c'est juste pour dire que notre communauté de pratique se réunit de façon hebdomadaire en vue d'harmoniser, d'échanger un petit peu sur les façons de faire par rapport à la gestion de la COVID dans les régions. Donc, tous les mercredis, on se réunit à 11h tous les mercredis, tous les médecins conseils des différentes régions pour voir comment on fait le point sur la gestion de la COVID dans nos régions respectives. On essaye aussi de développer des outils qui nous aident tous respectivement et mutuellement. J'ai oublié qu'en ce moment, on travaille régionalement sur l'offre qui vient du gouvernement par rapport aux tests rapides dans les établissements et on travaille aussi sur une stratégie d'intervention concernant les variants. Parce qu'on a de plus en plus de transmission communautaire et même dans les milieux de travail avec des variants. Donc, c'est vraiment les deux sujets actuels où on travaille très fort régionalement. Et je dois dire aussi que provincialement, parce qu'on se complète, nous sommes en train de travailler, comme je vous l'ai dit, sur un document, un avis pour l'utilisation des tests rapides de dépistage antigénique dans les milieux. Donc, je tiens à remercier nos oratrices qui ont donné beaucoup de leur temps pour préparer et pour dérouler ce survol sur la gestion de la santé au travail au Québec.